Pour appréhender cette question des sources opératives dont se revendique la tradition maçonnique, l'un des meilleurs moyens consiste probablement à étudier la symbolique et l'iconographie tout simplement donc du tableau de loge des deux premiers grades, apprentis et compagnons. On a donc dès le milieu du XVIIIe siècle de semblables tableaux qui occupent donc une position centrale dans le rituel maçonnique et qui comportent un certain nombre d'éléments qui renvoient tous ou presque au métier de tailleur de pierre. Parce que par franc-maçonnerie, par maçon au Moyen-Âge, il faut entendre tailleur de pierre. On est très loin donc de l'idée que l'on se fait aujourd'hui du métier de maçon. Alors, que voit-on sur ce tableau de loge? Alors, on y voit un espace déjà architectural, un rectangle, avec deux colonnes, avec un pavé mosaïque, avec un escalier, avec des portes et des fenêtres, donc autant d'éléments qui renvoient à un espace, et on y voit un certain nombre d'outils, le compas, l'équerre, donc les deux instruments phares de la géométrie. On y voit donc sur celui-ci la truelle, on y voit le maillet et le ciseau très fréquemment, donc vraiment les outils de base du tailleur de pierre, le fil à plomb, le niveau, donc qui permettent une pose de ces pierres, une pose régulière. Et puis, on y voit notamment donc deux symboles qui sont extrêmement intéressants à étudier sous un angle plus opératif. On y voit donc une pierre brute, c'est-à-dire un bloc de pierre non taillé, et une pierre cubique avec ou sans pointe, c'est-à-dire avec ou sans pyramidion posé dessus, selon les rites et selon les époques. Alors, que signifie donc cette pierre brute et cette pierre cubique? Alors on a affaire là à un élément fondamental du symbolisme maçonnique. On va dire que l'apprenti est celui qui va passer par son travail de la pierre brute à la pierre cubique, c'est-à-dire à la pierre taillée, la pierre qui va être à même de s'intégrer dans un édifice. Alors, on se rappelle évidemment que dans le contexte maçonnique spéculatif, ce travail, il est symbolique, que travaillant sur cette pierre, en fait, l'apprenti travaille sur lui-même. Un petit tour d'horizon rapidement. Donc, on a ces deux colonnes qu'on va retrouver en permanence dans le discours architectural. Toutes les théories de l'architecture à partir de la Renaissance et pendant toute la période classique vont être des discours sur les ordres d'architecture. Les ordres se définissent à partir des proportions des colonnes et de leur ornementation. Là, on a ici des colonnes qui sont terminées par un chapiteau corinthien, donc quelque chose qui est relatif à la notion de beauté, et qu'on retrouve d'ailleurs ici dans cet élément qui est la planche à tracer des maîtres, donc tout simplement une planche à dessin, et on voit que l'élément qui est dessus, dans les tableaux du milieu du XVIIIe siècle, n'est nul autre qu'un motif de chapiteau tel qu'on les retrouve dans les traités d'architecture, notamment dans le petit recueil de modèles qu'est le traité de Vignolles. Bon. Cette notion même d'architecture, on l'a ici, donc avec cet édifice qui est souvent assimilé donc à la chambre du milieu, c'est-à-dire la loge des maîtres, mais qui en fait représente un portique d'architecture, c'est-à-dire quelque chose qui combine tous les éléments caractéristiques d'un ordre complet. On a l'outillage, donc le fil à plomb et le niveau. Ici, la truelle, mais qui est en général plutôt rendue dans la plupart des autres tableaux par le maillet et le ciseau. On a ici quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, on le verra avec les outils de tailleur de pierre. On a ici une espèce de marteau qui est très joli, mais dont on ne voit pas très bien l'usage. En fait, il s'agit de la déformation d'un marteau taillant de tailleur de pierre. Alors, moi, c'est quelque chose qui me laisse perplexe quand même par rapport à la franc-maçonnerie spéculative du XVIIIe siècle. C'est que d'une part, elle prend appui de manière extrêmement forte sur un héritage opératif lié au métier de tailleur de pierre et à l'architecture, et d'autre part, dans ce Paris ou dans ces grandes villes du XVIIIe siècle, qui sont des chantiers permanents, eh bien, les francs-maçons de l'époque ne sont déjà plus capables de relier l'outillage symbolique qui figure sur leur tableau avec l'outillage réel qu'emploient des ouvriers sur leur propre demeure, très souvent. Jamais on n'a vu un outil comme ça sur un chantier de maçonnerie et de taille de pierre.
Autre symbole donc tout à fait intéressant, on a sur ces premiers tableaux donc la représentation d'un cordeau avec 2 las d'amour qui représentent la fraternité. C'est un emprunt donc, à la tradition opérative. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la représentation non plus, comme certains auteurs l'ont écrit, d'un cordeau à tracer ou de la corde à 13 nœuds, donc qui est un moyen primitif de dessiner l'angle droit. C'est effectivement tout simplement le lien qui unit la fraternité des tailleurs de pierre.